Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gouinement lundi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Alors voilà, pour ce soir, on avait prévu une émission estivale, maintenant que le soleil est revenu, à base de discussions sur nos ex et sur des chouettes films lesbiens. Et puis, l'actualité nous a rattrapés un peu trop vite et ce mois de juin, notre mois des fiertés, s'est transformé en mois de lutte face à l'extrême droite. Alors ce soir, on va essayer ensemble de comprendre ce que l'on vit politiquement. La dissolution de l'Assemblée, les scores du Rassemblement national aux européennes, les législatives qui arrivent, l'alliance du nouveau Front populaire, bref, plein de choses à tenter de comprendre et de décrypter ensemble pour ne pas se laisser aller à la morosité ambiante. On aura même une chronique humoristique de Luce sur le sujet, car si, c'est possible d'en rire au moins un peu. Et parce qu'il n'y a pas que ça, on parlera quand même de la sortie ciné lesbienne du moment, Love Lies Bleeding, en seconde partie d'émission avec Nola et ses acolytes. Pour parler de l'extrême droite en France, on accueille ce soir dans Gouinement lundi Daphné Deschamps. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Daphné, tu es journaliste, spécialiste de l'extrême droite, donc. Tu travailles notamment pour Street Press, un média qui enquête beaucoup sur ce sujet, mais aussi pour Mediapart et pour Politis. Et avec nous ce soir, Laura de l'AJL. Bonsoir Laura. Bonsoir. Tu es là pour nous faire notre traditionnelle chronique médiatique. Alors, comment ça va Laura ? Eh bien écoute, pas très bien. Je sais pas vous, mais moi je ne dors pas beaucoup en ce moment. Bon, je vous apprends rien, on est au bord du précipice à quelques jours du premier tour des législatives où le RN a de fortes chances de faire une percée historique avant de briguer Matignon. Et ne nous y trompons pas, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ses premières victimes seraient les personnes de nationalité étrangère, binationale ou racisée, les musulmans, musulmanes, la communauté LGBTQIA+, ou encore les femmes. Ça craint très très fort pour nos droits, non ? Alors disons-le clairement, l'extrême droite est l'ennemi mortel des personnes trans et de toute la communauté LGBTI+. Rien qu'un exemple. Le soir de la victoire du RN aux européennes, 4 militants d'ultra-droite, dont le fils d'un ancien cadre du parti, ont agressé un homme en proférant des injures homophobes et transphobes avant de lancer cette promesse glaçante. Vivement dans 3 semaines, et Bardella à Matignon, on pourra casser du PD autant qu'on veut. Et en cas de victoire du RN d'ici 2 semaines, les associations LGBTQIA+, craignent non seulement le recul de nos droits, mais aussi que cela ne galvanise la parole et des agressions LGBT-phobes. Elles sont déjà en hausse de 13% entre 2022 et 2023, et de plus en plus violentes. Pourtant, il y a aussi toute une partie de la communauté LGBTI+, qui vote désormais pour le RN. Ah, l'homonationalisme à la cote. Les représentants du Rassemblement national n'ont eu de cesse d'user de cette instrumentalisation raciste de la lutte pour les droits LGBTQIA+. L'idée est de tenter de redorer leur blason auprès de la communauté en plaçant des cadres gays à des postes clés du RN, en prônant un discours d'inclusion envers les personnes LGBTQIA+, tout en se posant en rempart contre l'immigration, présentée comme la principale menace pour notre sécurité. Pour Marine Le Pen, cette dédiabolisation a impliqué une rupture avec la tradition laissée par son père au sein du parti, Jean-Marie Le Pen, qui estime que l'homosexualité est une anomalie biologique et sociale. Elle s'était dite pour l'abrogation du mariage pour tous, avant de revenir sur cette idée, voyant qu'un parti ouvertement homophobe n'a plus vraiment de chance d'accéder au pouvoir. Mais derrière sa façade soi-disant gay-friendly, les positions du Rassemblement national représentent toujours un grave danger. On a des preuves de ça ? Alors, comme sa mentor, Marine Le Pen, Jordan Bardella s'est dit contre la PMA pour les couples de femmes. On pense ainsi à l'exemple de Giorgia Meloni, la dirigeante post-fasciste de l'Italie et alliée de Marion Maréchal, Le Pen, qui a tenté de déchoir les mamans lesbiennes de leur parentalité et pourrait bien l'inspirer. Au Parlement européen, lors des 9 derniers votes organisés sur les questions LGBTI+, le RN et Reconquête ont voté contre nos droits à 8 reprises. Sur la décriminalisation universelle de l'homosexualité, les eurodéputés d'extrême droite se sont abstenus. En France, des parlementaires du Rassemblement national et des Républicains, à peine moins à droite, ont récemment déposé des projets de loi visant à interdire les transitions de genre aux mineurs trans, en dépit de toute la littérature scientifique qui pointe le fait que ce serait les condamner aux idées suicidaires. Le texte LR a été adopté au Sénat avant la dissolution avec le soutien de l'extrême droite. Avec une assemblée à droite toute, le texte risque de passer définitivement.
Et enfin, le camp présidentiel n'est pas non plus pour nous rassurer, surtout après la dernière sortie transphobe d'Emmanuel Macron, qui a qualifié d'ubuesque l'idée de la gauche de simplifier le changement d'état civil pour les personnes transgenres. Ça craint très sérieusement. Quel est le rôle des médias dans cette période ? Alors, dans cette campagne éclair, le rôle des médias est capital. Autant dire que ceux de l'Empire Bolloré, CNews, Europe 1, JDD et autres valeurs actuelles sont une cause perdue. Eux qui ont fait leur beurre de la panique morale autour des transidentités et de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture queer, avec des bandeaux à peine plus modérés que « Au secours, des drag queens vont pervertir nos enfants ». Vincent Bolloré a d'ailleurs parrainé l'alliance entre Éric Ciotti, patron de LR, et le Rassemblement national. Pendant la campagne, il a offert une émission politique quotidienne à son poulain Cyril Hanouna sur Europe 1, qui s'est déjà fait rappeler à l'ordre par l'Arcom pour ne recevoir quasiment que des invités classés à l'extrême droite. Mais ces idées xénophobes et LGBT-phobes ont également infusé dans d'autres médias qui ont par ailleurs participé à banaliser le RN. Rappelez-vous du scoop de Paris Match. Marine Le Pen présente Ingrid, sa colocataire, et Gala qui nous racontait la passion des chats contagieuses de la présidente du RN, définitivement prête à tout pour gagner les votes des Gouinacha. Ou encore Notre Temps qui dévoile aux seniors l'appétit de Jordan Bardella pour les Haribo avant ses meetings ou son amour du pastis. Cette pipolisation est une manière inconséquente de couvrir l'extrême droite. À l'heure où le RN menace de privatiser l'audiovisuel public, d'autres médias font heureusement le job, en enquêtant sur les liens de ce parti avec des groupuscules d'extrême droite ou avec la Russie de Poutine, et en dévoilant sa véritable idéologie sous le vernis rose de la dédiabolisation. En faisant témoigner aussi les personnes en première ligne, cette France qui a peur. Plus que jamais, ce travail de fond est nécessaire. Plus que jamais, notre responsabilité en tant que médias nous oblige. Car s'il existe un danger mortel, ce n'est pas celui du wokisme et des queens à paillettes, mais bien celui de la haine. Merci beaucoup, Laura. Bon, on l'a entendu, Laura vient de nous dresser un panorama assez explicite de ce moment politique anxiogène. Pourtant, force est de constater que le barrage à l'extrême droite, promis par Emmanuel Macron lors de sa dernière réélection, ne ressemble plus à grand-chose aujourd'hui. Et cela a des conséquences directes sur les femmes, les personnes LGBT et les minorités de genre. Daphné, donc tu es journaliste à Street Press. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, peut-être en France, ce qui, dans les mesures du gouvernement et de la majorité, relève déjà d'une idéologie d'extrême droite, ou en tout cas des mesures qui ont été prises notamment à l'encontre des femmes et des personnes LGBT dans ce sens? Pour commencer déjà, la mesure, même la loi qui se rapproche le plus de l'extrême droite en France aujourd'hui portée par la majorité, c'est la loi Asile et Migration, qui est donc la loi de Gérald Darmanin, qui est une loi absolument raciste. En fait, voilà, il y a un moment, il faut dire les termes. C'est une loi qui est raciste, donc qui ne touche pas spécifiquement les femmes et les personnes LGBT, mais qui touche toutes les personnes exilées. Or, on sait très bien que les personnes exilées sont parmi les plus précarisées, les plus mises en danger de la société, et en particulier dans ces populations, il y a tout un tas de populations qui sont encore plus mises en danger. Donc effectivement, les femmes, surtout quand elles sont isolées, les personnes LGBT, je pense notamment aux personnes trans qui sont dans des situations d'exil qui sont souvent très compliquées, les personnes atteintes du sida aussi, qui sont évidemment énormément mises de côté et énormément mises en danger. Ça, c'est un des combats historiques d'ACT UP, par exemple. Et c'est aussi des populations qui sont beaucoup plus touchées par la prostitution, par exemple, et donc du coup beaucoup plus mises en danger. Donc la loi Asile et Migration en elle-même est une loi raciste qui s'inspire énormément de l'extrême droite et qui a beaucoup plu à l'extrême droite, qui a notamment ouvert la porte à la préférence nationale. Alors cette ouverture à la préférence nationale, elle a été retoquée au final par le Conseil constitutionnel. Mais quoi qu'il arrive, c'est une porte ouverte qui a été faite à l'extrême droite et l'extrême droite s'en est ravie. Et l'extrême droite considère qu'aujourd'hui, et notamment le Rassemblement national, considère aujourd'hui que le gouvernement Macron et la majorité macroniste actuellement lui a ouvert énormément de portes, que ce soit en termes du fait d'adopter ses idées, de reprendre ses termes, que ce soit la préférence nationale, mais aussi les termes de grand remplacement, islamo-gauchisme, wokisme, etc., qui sont des termes qui reviennent énormément. Après, il y a toutes les paniques morales autour des enfants trans, notamment. Alors là, pour le coup, c'est la droite qui porte ça au Sénat aujourd'hui, la loi sur les transitions des mineurs, qui, pareil, est une loi profondément transphobe. Et en plus, la manière dont elle a été construite, c'est-à-dire uniquement avec des associations qui sont transphobes et des associations anti-trans, je pense notamment à l'Observatoire de la Petite Sirène, et Hippomonie, qui est du coup la deuxième organisation. Voilà, cette loi, elle a été construite certes par la droite LR, sauf que en fait, la droite LR travaille plus ou moins main dans la main avec le gouvernement.
même si officiellement elle n'est pas dans la majorité. Donc voilà, ça fait partie de ces lois-là. Après, on pourrait en lister des dizaines. Il y a la loi anti-squat aussi, la loi Kasbarian, qui est une loi... en fait, les squats, il y a 2 types de squats principaux en France. Aujourd'hui, c'est les squats qui logent les exilés et les squats... Je parle de squats organisés, je parle pas d'actes de squatting individuels, entre guillemets, mais les squats organisés qui sont en fait les squats principalement visés par cette loi, c'est soit donc les squats d'exilés pour loger des exilés, en faire des lieux de vie, empêcher tout simplement que les exilés soient à la rue, soit des lieux qui sont des lieux collectifs et qui sont souvent des lieux queer en fait. Et une bonne partie d'entre eux ont été expulsés récemment. Par exemple, en région parisienne, on a la Baudrière à Montreuil qui a été expulsée il y a quelques temps et qui est vraiment un lieu, pour le coup, qui a pu être expulsé grâce à la loi Kasbarian et qui est un lieu d'organisation et de survie, en fait, pour les personnes queer, pour les personnes LGBT. Aujourd'hui, voilà, c'est des lieux exceptionnels qui sont mis en danger par tout un tas de mesures de gouvernement et c'est juste des exemples. Même l'inscription de l'IVG dans la Constitution aussi, la manière dont ça s'est passé, ça, on va y qui revenir, déjà exclut les personnes trans de base, pareil pour la PMA qui exclut les personnes trans. Bien sûr. Voilà. Et du coup, est-ce qu'au-delà du gouvernement, donc on l'a vu, le Rassemblement national a gagné en influence ces dernières années, en plus des partis d'extrême droite, on assiste aussi dans la société à une banalisation en tout cas de ces idées-là. Comment tu le constates au quotidien sur le terrain ? Alors, sur le terrain, moi je fais assez peu de terrain, je suis journaliste d'investigation, donc mais assez peu de terrain. Dans ton travail en tout cas. Mais effectivement, dans mon travail, il y a le fait que c'est ce que j'ai évoqué, la reprise de thématiques, qui se fait aussi beaucoup, notamment par les médias de l'Empire Bolloré que tu viens d'évoquer. Donc, il y a la reprise de thématiques sur la préférence nationale, le fait que l'immigration soit au cœur de tout, le fait qu'il y ait les polémiques sur le wokisme. Enfin, c'est principalement sur le wokisme. Je mets d'énormes guillemets autour du terme wokisme, évidemment, mais je précise vu qu'on est à la radio, donc ça ne se voit pas. Mais voilà, le wokisme et l'islamo-gauchisme, le fait que le terme théorie du genre se soit autant normalisé, ça passe aussi par la réception de personnalités transphobes à l'Assemblée nationale. Donc, Marguerite Stern et Dora Muto, pour ne pas les nommer. L'écoute portée aux militants transphobes, en fait. D'ailleurs, personnellement, je choisis de ne pas utiliser le terme TERF pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, le terme TERF inclut uniquement une forme très spécifique de transphobie, c'est-à-dire radical féminisme. Ce qui, déjà, personnellement, je ne considère pas que Dora Muto et Marguerite Stern soient des féministes radicales. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, en fait, c'est aussi une personnalisation de la transphobie qui serait uniquement sur des militantes féministes, ce qui contribue juste à diaboliser les femmes et particulièrement les militantes féministes, en faire des ennemis, alors qu'en vrai de vrai, le vrai danger transphobe, le plus fort danger transphobe aujourd'hui, c'est les vieux mecs blancs cis au Sénat qui vont voter ces lois transphobes, en fait. Donc, voilà, moi, je préfère parler de militantes transphobes qui s'inscrivent dans un continuum transphobe plutôt que de TERF. Voilà, je tenais à dire ça parce que c'est important. C'est important. Au-delà des partis d'extrême droite qui, effectivement, ont une influence grandissante et qui ont fait des scores aux dernières élections, les mouvements ultra-violents d'extrême droite prennent aussi de l'ampleur depuis quelques années. Laura, tu l'as rappelé avec l'agression le soir des résultats. Je pense aussi à une manifestation à Paris le 11 mai dernier avec des groupuscules plus ou moins dissous par le gouvernement, mais qu'en fait pas tant que ça. Est-ce que ça aussi, ça participe à ces scores du Rassemblement national en progression ? Alors ça, c'est ma spécialité. Déjà, je suis désolée du coup, Laura, parce que je vais dunker sur un terme que tu as utilisé. Moi, je pense pas que ce soit pertinent d'utiliser le terme ultra-droite. Je voudrais revenir là-dessus, parce que ultra-droite, en fait, c'est un terme policier, en fait, de qualification policière. En France, en gros, c'est interdit d'enquêter sur des idées, sauf quand il s'agit de terrorisme. Donc le préfixe ultra, il a été créé pour permettre d'enquêter sur des projets terroristes, donc qui s'appliquent à la gauche comme à la droite. Dans les faits, l'immense majorité de ces groupuscules-là ne sont pas terroristes, donc ce préfixe ultra n'est pas pertinent. Moi, je préfère utiliser le terme extrême droite, souvent au pluriel, puisque aussi c'est très important de comprendre que ces groupuscules, ils sont dans un continuum avec l'extrême droite électoraliste, en fait. Et que du Rassemblement national complètement normalisé aux militants d'un groupuscule d'extrême droite ultra radicalisé, en fait, il y a un continuum. Et d'ailleurs, souvent, ces groupuscules d'extrême droite sont des supports, des appuis des partis, pas systématiquement. Souvent, ils ne les trouvent pas assez radicaux, ils ne les trouvent pas révolutionnaires, etc. Mais ils ont conscience parfaitement qu'aujourd'hui, ça leur permet d'exister et ça leur permet d'être plus protégés. C'est pas pour rien qu'on évoquait le GUD tout à l'heure, un des militants de l'agression homophobe que tu as cité, donc du coup, qui voulait aller casser du PD. Il s'appelle Gabriel Lousteau. Gabriel Lousteau, c'est le fils d'Axel Lousteau, qui est un des patrons de la GUD Connection. Et aujourd'hui, Gabriel, c'est une des 3 têtes, on va dire, du groupe Union Défense, donc du GUD Paris. Axel Lousteau et Gabriel Lousteau ont travaillé pour le Rassemblement national, entretiennent des très forts liens avec le Rassemblement national. Axel Lousteau est un ami d'université de Marine Le Pen. Il possède des entreprises qui travaillent pour le Rassemblement national. Il y a un continuum. Et d'ailleurs, effectivement, ils ont cité, ça va être le retour d'Hitler, quand Bardella va arriver, on pourra casser du PD, etc.
mais ils ont aussi revendiqué au cours de leur interpellation. Ils étaient complètement bourrés, hein, ils étaient complètement torchés. Quand la police les interpelle, ils revendiquent le fait d'être du GUD et ils revendiquent le fait d'être du RN. Alors ça, on n'a pas pu le prouver pour le moment, parce qu'évidemment, le RN ne donne pas sa liste d'adhérents, mais ils revendiquent, eux, d'être du RN, parce qu'ils ont parfaitement conscience que le RN est en pole position et que ça les protège aussi. Voilà, il y a un continuum entre ces groupuscules et ces partis. Et Marine Le Pen peut dire autant qu'elle veut qu'il n'y a pas de groupuscules dans ces partis. Moi, mon travail le montre, c'est absolument pas le cas. Je passe ma vie à documenter ça. Je pense qu'on fait au minimum un article par mois en temps normal, hein, parce que je parle pas de la période actuelle. En temps normal, on fait au minimum un article par mois qui pointe un membre du Rassemblement national qui, en fait, est dans un groupuscule. Aujourd'hui, le Rassemblement national a investi comme suppléant dans la 2e circonscription de Paris quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Carte. Rodolphe Carte, c'est un intellectuel, encore une fois, je mets des guillemets autour, qui écrit des livres sur, en gros, l'avenir de la droite nationale, c'est-à-dire de l'extrême droite, d'une forme d'extrême droite radicale. C'est un candidat qui, en fait, est très proche du GUD, qui est ami avec plusieurs cadres du GUD ou des cadres de Génération Identitaire, qui est donc du coup une organisation dissoute. Alors voilà, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, nous, on publie cet article il y a une semaine. On n'a toujours pas une seule réaction du Rassemblement national. Rodolphe Carte n'a pas été désinvesti, il n'a pas été désavoué, il n'y a rien, en fait. Là, entre Libération, Mediapart et Street Press, on a dû sortir presque une centaine de candidats qui ont des propos antisémites, qui ont des propos racistes, qui sont affiliés à des groupuscules, etc. Il y a eu une désinvestiture. Une seule. Sur 100, ouais, ça fait pas beaucoup. J'aimerais bien qu'on fasse un détour par l'Italie, parce que là, on essaye de faire un peu un panorama de l'extrême droite qui est déjà un peu là. Donc en France, on l'a bien compris. Laura l'a rappelé, en Italie, Giorgia Meloni est au pouvoir depuis septembre 2022, a pris des décisions lesbophobes, notamment dès janvier 2023, elle a publié une circulaire qui interdit la reconnaissance de parents pour les enfants nés de GPA. Et donc, des procureurs de son bord politique ont étendu cette mesure aux enfants nés de PMA, dont les couples lesbiens. En mars dernier, le tribunal de Padoue a rejeté la requête de suppression rétroactive des mères non biologiques sur les certificats de naissance des enfants. Cette décision signifie donc que les 2 mères peuvent apparaître sur l'acte de naissance, mais ce jugement est encore très instable, notamment parce qu'il peut être invalidé par un appel du parquet ou du gouvernement lui-même. Vu que Giorgia Meloni est à la tête du gouvernement, ça ne devrait pas tarder à arriver. Est-ce que ça, c'est un horizon possible en France, cette menace totalement. des droits ? Totalement. Déjà, sur la question de la GPA, sans rentrer dans les débats de la moralité ou non de la GPA, sans rentrer dans tous ces débats-là, effectivement, la GPA, c'est le grand nom de l'extrême droite. Et pas que d'ailleurs, mais c'est le grand nom de l'extrême droite. Et or, il s'avère que les enfants nés par GPA, il y a un moment, quoi qu'on en pense, ils existent, en fait. Ils existent et ils ont des pères, parce que souvent, du coup, c'est une question de père. C'est rare qu'il y ait une femme impliquée dans l'histoire. Ces enfants-là, ils ont des pères, ils sont élevés par ces pères-là. Pour autant, ça n'empêchera pas l'extrême droite de vouloir retirer cette paternité. Ensuite, du coup, il y a la question de l'adoption. Sur l'adoption pour les couples homosexuels, ça, c'est quelque chose qui a assez peu de chances qu'ils reviennent en arrière dessus, parce qu'effectivement, on l'a évoqué déjà avant, il y a eu cette progression homonationaliste du fait que, voilà, aujourd'hui, c'est plus acceptable d'être homophobe. Enfin, c'est moins acceptable d'être ouvertement homophobe. Donc, effectivement, il y a des cadres gays au RN. Mon binôme Arthur Vairabo, d'ailleurs, a fait un très gros article, un très gros travail sur le vote gay au RN dans Street Press il y a donc maintenant 15 jours. Et donc, du coup, il y a cette dynamique-là. Mais par contre, la transphobie, elle est toujours aussi présente. Donc, aujourd'hui, la PMA n'est pas ouverte aux personnes trans. Avec une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, elle ne le sera jamais. Ça, c'est première chose. Et aujourd'hui, ça va être difficile de revenir en arrière sur la PMA, même si elle n'est pas constitutionnalisée, techniquement, c'est possible. Mais ça va être un horizon aussi ça va être beaucoup plus difficile de faire accepter les parentalités. Par exemple, il y a eu tout un débat sur le terme parent 1, parent 2 à l'école. Le fait de dégenrer les parents. Ça, c'est quelque chose qui, c'est sûr que ça va revenir en force, père, mère, sur les papiers à l'école, les choses comme ça. Et en fait, ça va être des petits trucs qui vont être... on sait très bien ce que c'est d'être une mère lesbienne aujourd'hui en France. C'est extrêmement difficile, ça va le devenir encore plus. Et il y a aussi la question de la sélection des gamètes ou pas, etc. Ouais. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils peuvent revenir. Même s'ils ne suppriment pas complètement la PMA, ils peuvent aussi la rendre beaucoup plus difficile, notamment pour les lesbiennes racisées, etc. Ouais. Alors, avant de passer à la suite de la discussion sur les élections législatives qui nous préoccupent et donc ce qui pourrait advenir, on va faire un petit détour musical avec Issa Yasuke, une rappeuse lilloise recommandée par Nola et qui nous fait lever l'extrême doigt avec son titre Extrême. Lever de l'extrême. Lever de l'extrême doigt. Lever de
pas des abeilles qui rappliquent en piquant si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des 5. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai y'a pas plus indécent. Vous êtes toujours à l'écoute de Gouinement lundi sur Fréquence Paris Pluriel, le 106.3 FM. On est toujours en compagnie de Daphné Deschamps, journaliste spécialiste de l'extrême droite, pour discuter ensemble des élections législatives qui arrivent les 30 juin et 7 juillet prochains. Daphné, quels sont un peu les enjeux de ces élections ? Donc là, la campagne bat son plein d'ici à dimanche pour le premier tour. Plusieurs circonscriptions sont en ballottage. Est-ce qu'on peut espérer un peu ou pas tant que ça ? C'est chaud. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec les sondages sur les législatives parce que c'est des élections qui, c'est pas une élection à la proportionnelle, c'est pas une élection nationale. Donc en fait, c'est compliqué. En fait, oui, peut-être que 36% de la population va voter RN. Je crois que c'est ça la dernière. Ça, je crois que c'est 35 ou 36. Celle le dernier sondage, c'est ça, je crois. Voilà, avec un Front populaire à 30, ce qui est pas mal en vrai. Mais en fait, oui, ok, peut-être que la population va voter à 36% pour le Rassemblement national, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 36% de députés Rassemblement national, parce qu'en fait, selon les circonscriptions, oui, il y a des circos où en fait les candidats Rassemblement national, ils vont faire 45% au premier tour, et c'est des circos qui sont perdus. Mais donc du coup, ça fait monter les stats, et il y a des circos, enfin à Paris, le Rassemblement national dépasse. Je vois pas le Rassemblement national dépasser les 10-15% par circo et passer au second tour. C'est compliqué de faire des prévisions maintenant. On y verra beaucoup plus clair une fois qu'on aura le résultat du premier tour, puisqu'on verra quels sont les circos où il y a des duels RN Macronie ou RN Front Populaire, ou Front Populaire Macronie. Statistiquement, ça, c'est des duels qui vont plutôt être... Bah, on verra. Oui, je sais pas, c'est vrai. Je sais pas de nos jours, c'est assez dur à prédire. Et surtout, la grosse question, c'est les triangulaires. Ouais. Puisque là, on a vraiment 3 blocs, et c'est pas 3 blocs qui sont à 30% chacun. On a 2 blocs qui sont entre 30 et 35%, et un 3e bloc qui est à 20%, et après, il y a un peu la catégorie aléatoire, on va dire. Donc en fait, les triangulaires, on va voir combien il y en a, quelles sont les forces en présence, et qui se retirent. Le RN sortira nulle part, évidemment. La question, c'est, en fonction des triangulaires, est-ce qu'il y a des candidats macronistes qui vont se retirer, des candidats de droite aussi, il y a des circos peut-être où il y a des candidats LR qui vont arriver, dans les triangulaires, et est-ce qu'il y a des candidats Front populaire qui vont se retirer. Le barrage républicain et la dignité humaine font qu'il y a plus de chances qu'il y ait des Fronts populaires qui se retirent que des macronistes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a déjà été annoncé. Là, j'ai vu une citation d'Aurore Berger juste avant d'arriver qui disait que globalement, le barrage contre la France insoumise, ce n'était pas le RN, c'était LREM, ce qui est une situation assez folle à mes yeux. Je vais en rester là parce que j'ai pas envie de me faire lever à 6h du mat. Mais voilà, c'est donc les enjeux en fait, ils sont l'enjeu principal c'est gouvernement d'extrême droite ou pas. C'est ça. Dans quelle mesure, avec quelle force, etc. Est-ce qu'on peut du coup d'ici au premier tour c'est compliqué. Est-ce qu'on peut essayer du coup ça va être un passage pas ouf, mais bon, on avait prévenu que cette émission allait pas être très drôle. Est-ce qu'on peut tenter de se projeter avec l'extrême droite élue, avec une majorité à l'Assemblée ? Quelles seraient les premières décisions ? Alors, déjà, il y a majorité relative et majorité absolue. C'est pas la même chose. Majorité absolue, globalement, on est foutu. Sauf si Macron pète son crâne et démissionne. En vrai, il fait du chantage émotionnel au pays depuis des années. C'est quelque chose qu'il a évoqué. C'est aussi une possibilité. Mais donc, majorité absolue, globalement, c'est la merde. Majorité relative, ça dépend dans quelle mesure et ça dépend à quel point les macronistes décident de soutenir des potentielles motions de censure et des trucs comme ça. Donc, voilà. Après, sur les premières mesures, la toute première, je pense que ça va être des choses sur la préférence nationale, notamment sur les aides sociales. Ça va être des coupes dans les services publics aussi. Ça, c'est quelque chose ils passent leur temps à dire que c'est des candidats du peuple, etc. D'ailleurs, la Macronie les traite de marxistes aussi, ce qui... Bref, Bruno Le Maire a dit qu'il y avait 2 programmes marxistes qui étaient candidats. Alors déjà, oui, techniquement, il y en a 2. Il y en a un, c'est le nouveau... Enfin non, le nouveau Front populaire n'est pas marxiste. Il y a un programme qui est marxiste, c'est Lutte ouvrière. Mais bref, je me perds. Mais donc, oui, voilà, coupe dans les aides sociales, préférence nationale, etc. Ils vont pas forcément viser les personnes LGBT en premier. Pareil, la question du droit à l'avortement, c'est pas quelque chose qu'ils vont toucher directement. Même si on pourrait revenir aussi sur la manière dont le droit à l'avortement a été constitutionnalisé. C'est pas l'accès à l'avortement qui a été constitutionnalisé, c'est le droit
Or, il suffit de couper les subventions du planning familial et de réduire le délai. Oui, c'est une question que j'avais après, un peu plus tard, en disant, en fait, ça va aussi menacer peut-être la société civile, et donc potentiellement une disparition des droits fondamentaux, des financements en berne pour les assos, et donc, est-ce que le planning familial est menacé, quoi. Si tu as le droit d'avorter, mais que tu as un délai pour avorter qui est situé à 3, 4, 5 semaines, au lieu des 14 aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est 14, ouais, 14. À 14, au lieu des 14 aujourd'hui. Donc, si tu as moins d'1 mois et demi pour avorter, sachant que c'est moins d'1 mois et demi depuis conception. Donc, en fait, sachant que le temps que tu aies tes règles, etc., tu t'en rends compte. Du coup, que tu n'aies pas tes règles, que tu t'en rendes compte, que tu fasses les procédures, etc., ça prend du temps. Donc, en fait, si tu as 3 semaines, tout compris, pour te rendre compte que tu es enceinte, décider d'avorter, faire la procédure, etc., et qu'en plus, il n'y a plus de planning familial, tout est saturé, sachant que la clause de conscience existe déjà pour les avortements, mais qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus compliqué, etc., globalement, oui, techniquement, tu as le droit d'avorter. Est-ce que tu en es en capacité ? C'est un autre débat. Donc, voilà. La liberté d'avorter qui a été constitutionnalisée et pas le droit. Oui, voilà. Donc, il n'est même pas garanti. Oui, donc c'est ça. Voilà, globalement, c'est pas l'accès à l'IVG qui a été garanti, qui a été constitutionnalisé. Donc, oui, effectivement, avec l'extrême droite au pouvoir, tout ça peut sauter. Et il y a énormément de droits qui sont des conquis sociaux aujourd'hui, qui ne sont pas des conquis sociaux qui sont constitutionnalisés, sur lesquels ils peuvent revenir. Le droit du travail aussi va se prendre une sacrée tollée. Globalement, c'est pas l'extrême droite qui va faire sauter la réforme de l'assurance chômage. L'extrême droite, il préfère plutôt maintenir l'ISF en l'état actuel des choses et baisser les cotisations patronales. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils ne reviendraient pas sur la réforme des retraites, ce qui était une des principales raisons des gens pour voter pour eux, à part le fait qu'ils sont racistes, quoi. Donc, on va quand même essayer de se donner un peu d'espoir. Imaginez le scénario inverse, beaucoup moins probable, mais bon, sait-on jamais, avec un nouveau Front populaire qui arrive en tête. Alors, majorité absolue ou... Majorité absolue, j'y crois pas, mais en tout cas, en tête, bon, enfin voilà. En tout cas, on a lu le programme du nouveau Front populaire, l'alliance un peu inespérée, pourtant, pour l'instant, plutôt réussie selon comment on regarde, mais voilà, ça rassemble le Parti socialiste, la France insoumise, les écologistes, le Parti communiste, une branche du NPA, donc c'est finalement assez large. Pour les femmes et pour les personnes LGBT, finalement, plusieurs points du programme sont plutôt intéressants. Ils ont fait un programme qui est plutôt intéressant. On a notamment une loi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles avec un financement à 2,6 milliards d'euros, comme demandé par les assos depuis une dizaine d'années au moins. Revoir la PMA, donc, dont on en parlait tout à l'heure, en la rendant accessible aux personnes trans, notamment, en la remboursant aussi. Un plan contre ce lapsus, un plan contre les violences LGBTQIA+, et puis favoriser le changement d'état civil en mairie, gratuitement, pour les personnes trans, lutter contre la transphobie, financer des politiques de santé en ce sens aussi. Ça donne quand même un peu d'espoir, ou bon, c'est juste... C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Après, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si jamais la gauche arrive en tête le 7 juillet, ce qui, encore une fois, est totalement improbable, mais pas impossible. Encore une fois, tout dépend des résultats dimanche soir du premier tour. Si la gauche arrive en tête, en fait, il faut arrêter de juste se dire « Ok, c'est bon, on a gagné ». Parce qu'en fait, moi, je ne considère pas que si la gauche arrive en tête, on a gagné. Je considère qu'on a survécu. En fait, là, le but, c'est de survivre. Et après, la question, c'est construire quelque chose dans ce pays avant les prochaines élections. Bon, il y a les municipales. Moi, personnellement, je pensais que la bascule, elle allait se faire au moment des municipales, c'est-à-dire en 2026, pas en 2027. Il y a les municipales et après, il y a la présidentielle de 2027. C'est les 2 prochaines grosses échéances législatives. Pardon, c'est dur à dire. Et le truc, c'est que voilà, en fait, jusqu'ici, là, ça fait quelques années, ça fait plus de 20 ans, depuis la première fois que Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour, qu'on a sacralisé le vote comme l'acte antifasciste. Sauf qu'en fait, du coup, en parallèle, on a laissé l'extrême droite monter dans ce pays, que ce soit médiatiquement, socialement. On l'a laissé se normaliser, se dédiaboliser. Alors qu'en fait, elle n'est pas du tout dédiabolisée si tu regardes le fond du truc. En faisant ça, on a complètement oublié de construire une conscience de classe, en fait, dans ce pays, parce que c'est une question de conscience de classe dans le pays. En fait, si jamais on survit au 7, il ne faut pas que les gens se disent « Ok, c'est bon, on a survécu, tranquille, on se retrouve dans 3 ans pour voter au présidentiel. » Non. Là, il faut que les gens se syndiquent, il faut que les gens... pas forcément rentre dans les partis, parce que moi, personnellement, je pense pas que c'est comme ça qu'on construirait une conscience de classe, mais il faut que les gens se syndiquent, il faut que les gens rentrent dans les associations féministes, les associations antiracistes, les collectifs antifascistes, les associations de soutien aux exilés, enfin, le planning familial, enfin, je donne des idées comme ça, le planning, Utopia, ce genre de choses. Mais en fait, il faut que les gens arrêtent de considérer que le seul acte antifasciste, c'est mettre un bulletin dans l'urne. En fait, si jamais ton seul acte antifasciste, c'est mettre une feuille A4 dans une urne, tu ne vaux pas mieux que cette feuille A4, en fait.
Et Ouais, on a bien aussi sûr. diabolisé le terme antifascisme depuis des années. L'antifascisme, ça devrait même pas être même une obligation morale, ça devrait être une évidence, en fait. Si Ouais, tu n'es bien pas sûr. antifasciste, il y a un terme, en fait, plus simple que antifasciste. C'est fasciste, en fait, là. C'est... Bah, Ouais, désolé, ouais. voilà, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. mais en fait, on a tellement diabolisé Ouais. le terme antifasciste qu'aujourd'hui, on se retrouve avec... On a dans le Vaucluse, à Avignon, un candidat LFI du Front Populaire qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui est l'ancien porte-parole de la Jeune Garde, qui est un collectif antifasciste. Raphaël Arnaud se fait chier dessus d'une force absolument stratosphérique et il n'a quasiment aucun soutien du nouveau Front Populaire à part de LFI. Alors que c'est un candidat antifasciste dans un mouvement qui est censé être un mouvement antifasciste. Et il se fait chier dessus comme pas possible, au point que le PS a envisagé de présenter un candidat contre lui. Et je crois même présente un candidat contre lui. Enfin, et aujourd'hui, il interpelle Gabriel Attal quand il passe à Avignon pendant la campagne. Il l'interpelle dans la rue. Le titre, pas de CNews, hein, le titre de LCI, c'est Gabriel Attal interpellé par un candidat LFI fiché S. Il a même plus de nom. C'est une folie absolue, cette diabolisation de l'antifascisme, y compris par un front qui est censé être un front antifasciste. Et encore une fois aussi, tout le délire le programme du nouveau Front Populaire, c'est un programme d'extrême gauche, etc. Outre le fait que le Conseil d'État a dit qu'il n'était pas d'extrême gauche, c'est un programme similaire à celui de Mitterrand, en fait. Oui, et puis c'est des mesures de bon... Enfin, moi, en tout cas, pour l'avoir lu, c'est aussi beaucoup de mesures de bon sens, de gauche, il y a assez le fait simples, que quoi. c'est des mesures de bon sens, mais surtout, l'extrême gauche, c'est pas ça, en fait. L'extrême gauche, c'est la dictature du prolétariat. En fait, c'est l'expropriation des multipropriétaires. C'est ça. Là, c'est juste rendre la cantine gratuite pour éviter que les enfants crèvent de faim le midi. Enfin, c'est pas non plus... Il y a un moment, il faut remettre le curseur. Bien sûr. Et en normalisant l'extrême droite et en ramenant l'extrême droite vers le centre, on a mis la gauche à l'extrême gauche. Et c'est ça qui est aussi au cœur du problème qu'on a aujourd'hui. On l'a bien compris, donc il y a plein de choses à faire après les élections, peu importe les résultats, il faudra se mobiliser. Ça a déjà un peu commencé, il y a une manif dimanche qui a rassemblé plusieurs assos, des ONG, des partis, des syndicats. La mobilisation féministe fonctionne avec l'abandon d'Adrien Quatennens qui a lâché son poste parce que les féministes ont dit cette personne a été condamnée pour violence conjugale, donc peut-être il n'est pas tout à fait apte. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, on ne peut que vous encourager à aller voter dimanche 30 juin, c'est très important pour à la fois donc, le progrès social, la protection des personnes LGBT et des femmes et pour l'antifascisme de façon générale. Merci Daphné pour tes éclairages, merci Laura aussi. Pour conclure cette petite discussion autour des législatives, on a décidé d'en rigoler un peu avec la chronique de Luce. Bonsoir Luce. Bonsoir, comment ça va ? Voilà, après une demi-heure de discussion sur l'extrême droite, bif bof. Hein. Oui, c'est ça, hein, pas ouf. Hein. Pas ouf depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y en a qui arrivent à rester tranquilles. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit le lendemain de l'annonce, moi ça va, je me sens pas personnellement touchée par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Bon, il est blanc, cis, hétérosexuel et bourge. Coïncidence, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Moi, depuis 2 semaines, je suis en PLSP. C'est la PLS, la position latérale de sécurité, mais politique. C'est quand tu es face à un danger politique grave et imminent, tu perds conscience, mais tu respires encore un peu. Il faut donc qu'on te mette délicatement sur le côté gauche évidemment. C'est pas que j'avais pas d'angoisse avant ça. Hein. Je dirais même que j'avais assez de trauma pour meubler des dates avec toutes les gouines de Paris. Mais là, ça va être pire. Hein. Alors, je me mets à avoir des rêves de riche. Je vous parle pas de m'acheter un yacht, même pas un petit yacht pas cher, en solde ou vendu chez Lidl. De toute façon, chez Lidl, ils en ont jamais. Ils sont trop écolos. Maintenant, moi, je rêve de pouvoir dire « ça va », sans que ça m'arrache la gueule. En plus, trop mauvais timing pour moi. Ça fait à peine 2 ans que je passe mon temps à dire « Salut, moi c'est Luce, et mon pronom c'est IL. Et toi, c'est quoi ton pronom ?» Bon, je dis ça pour qu'on respecte mon genre, évidemment, mais aussi, et surtout peut-être, pour me délecter du trouble dans le genre que ça suscite chez certaines personnes cis et hétéros. Ça donne des trucs comme Paul, moi, garçon, il, enfin, je crois, enfin, peu importe, hein, je suis open. Ça fait l'effet d'un P dans la salle d'attente du dentiste. Ça gêne un peu tout le monde, mais c'est vachement plus drôle quand on sait d'où ça vient. Alors non, c'est pas possible pour moi. Je ne retournerai pas dans cette petite pièce sombre dans laquelle on s'enferme pour se protéger des agressions et qu'on appelle un placard.
J'avais déjà peur, j'étais déjà essoufflée, mais bientôt l'oxygène va diminuer. L'atmosphère médiatique va être saturée d'homophobie, de transphobie et surtout et toujours de racisme. Les gaz lacrymaux vont envahir nos poumons. Alors on se met en PLSP, position latérale de sécurité politique. Attention, bien sur la gauche, on tend un bras en même temps pour distribuer des tracts et on économise notre souffle pour aller jusqu'aux urnes les 30 juin et 7 juillet. Et attention, parce que beaucoup de digues ont sauté, alors on maintient bien nos digues en place contre les IST et contre le RN. Et on se mobilise dans les derniers jours parce que pour gagner, va falloir se mouiller. Allons-y les Gwyn. Merci beaucoup, Luce. On passe à un sujet un peu plus réjouissant pour finir cette émission, le dernier film lesbien en salle, Love Lies Bleeding. Une bonne partie de l'équipe est allée le voir. On commence en musique avec un morceau issu de la bande originale du film, c'est Selena Gomez, Love On, un titre sur lequel on se voit bien danser derrière un char à la marche des fiertés. Keeping you up late till you can't see straight, just wait till I turn my love on. Wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. Wait till I turn my love on. Wait till I turn my love on. You'll get your fill, just promise you'll be patient with the outcome. Come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. Vous écoutez toujours Gouinement lundi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on a décidé de vous parler ciné avant l'été, puisque la météo nous invite plus à aller nous réfugier qu'à pique-niquer. On va débriefer de la dernière sortie que toutes les goudous ont sur le bout de la langue, oserais-je dire sur le bout des doigts, puisque sa promotion a fait flamber nos algorithmes Instagram. C'est bien sûr Love Lies Bleeding de Rose Glass. Et bouchez-vous les oreilles, si vous ne l'avez pas vu, vous risquez d'être spoilé. You talked to your dad recently? Why? Give us a call. So where did you appear from? Oklahoma. I've never been anywhere but here. What were you doing with that big girl? Get a lot of crazy-ass foreigners, mostly. How's it going, guys? This here's Jackie. Hi. She needs a job. Says she'll do anything. Yeah, you like guns? Not really. What the fuck you doing here, then? A bit more powerful than a punch, huh? Fuck yeah. C'était le début de la bande-annonce du film pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors pour faire un rapide résumé, Love Lies Bleeding, c'est l'histoire de Lou, aka Kristen Stewart, qui tient une salle de sport dans une ville perdue de l'Amérique, où elle voit débarquer Jackie, aka Cathy O'Brien, une bodybuildeuse venue se préparer pour un concours de culturisme en direction de Las Vegas. Alors on ne vous dévoile rien en vous disant que dans la scène suivante, elles habitent ensemble. Le tout sous couvert d'un thriller noir violent à tendance science-fiction autour, entre autres, de la relation entre Lou et son père, le célèbre bandit de la ville que personne n'ose toucher. Alors pour en discuter, j'ai autour de cette table Ariel, bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi Gaëlle avec moi, bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi Inès, bonsoir Inès. Bonsoir. Et Sophie. Bonsoir. Et à l'animation, on a Nola. Bonsoir Nola. Bonsoir. Alors, pour remettre dans le contexte, avec Ariel et Gaëlle, nous sommes allés le voir ensemble pendant une projection presse avec, reprenez-moi si je me trompe, mais on peut dire que la moyenne d'âge était de 40 ans, plutôt de genre masculin, et je me suis donc amusée à aller lire les critiques et à ma grande stupéfaction, au vu de la violence des insultes lesbophobes que la projection en avril a engendré lors du Festival du film international fantastique de Bruxelles, elles sont bonnes. Mais qu'en est-il quand ce sont les personnes concernées qui s'invitent à donner leur avis? Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors peut-être premier tour de table.
Quelles sont nos impressions sur ce film ? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ? Peut-être Gaëlle, tu as commencé ? Pas trop. Mais il y a des côtés jouissifs. Moi, il y a une scène qui m'a hypnotisée. Si on peut commencer à en parler, Vas-y. c'est que la Cathy O'Brien, là, elle va tuer un mec qui était violent avec la sœur de Kristen Stewart. Et désolée, je retiens jamais les personnages, donc j'appelle par les actrices. Et ça, c'est un peu jouissif. Elle lui fracasse la mâchoire. Et non, mais moi, ça me fait du bien parce que déjà la sœur, elle meurt pas. Et en plus, c'est une femme qui tue enfin un mec violent. Enfin, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce que j'en retiens 3 semaines après. Ariel ? Alors moi, je résumerai ce film par un mot. Je trouve qu'il est frustrant. C'est-à-dire, il y a plein de bonnes intuitions, des trucs qui commencent bien. Le fait de, évidemment, d'un point de vue lesbien, commencer par du culturisme, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a des trucs qui ont l'air assez drôles, assez ironiques sur le rapport, y compris, au début, on a peur que ça tombe vachement dans un rapport au corps, de montrer des corps musclés, sportifs, etc. Et en fait, dès le début, il y a des inspirational quotes dans la salle de gym qui font que on sent tout de suite qu'il y a une critique de ça. Enfin, c'est présenté de façon si ridicule et si exagérée que, voilà, il y a plein de bonnes intuitions comme ça, mais juste elles sont jamais poussées jusqu'au bout. Il y en a une série d'autres. Enfin, voilà. Ce serait ma manière de résumer ce que j'en ai pensé. Ok, on reviendra de toute façon sur toutes vos critiques. Et Inès, qu'as-tu pensé ? Alors moi, je me souviens pas beaucoup du film parce que j'ai passé mon temps à me cacher les yeux et à me boucher les oreilles. Donc il y a plein de scènes qui m'ont échappé parce que j'ai trouvé ça vraiment bien dégueulasse et il faut que je le revoie. Voici ma critique. Merci. Et Sophie ? Moi, étonnamment, j'ai trouvé ça super. Alors, je l'ai pris sans trop me prendre la tête. J'ai passé juste un bon moment au ciné avec des copines. Par ailleurs, c'est un film qui m'a beaucoup rassurée, au sens de je suis vraiment certaine d'être lesbienne après avoir vu ce film. Donc ça, c'était plutôt cool. Et tu m'y fais un peu penser. Moi, j'ai fermé les yeux à quelques scènes vraiment gore, parce que je déteste un peu les films violents et gore. Mais finalement, je l'ai trouvé plutôt chouette. Et j'ai adoré le travail du son dans ce film, qui est vraiment trop chouette, avec des voix très déformées, avec de la musique qui est hyper bien amenée, avec des bouts de son qu'on entend mais qu'on devine pas tout à fait. Et la spatialisation du son était vraiment très chouette, donc le travail du son m'a un peu captivée aussi. On voit une passionnée de radio qui parle. Et toi, Nola, t'en as pensé quoi ? Eh ben, c'est une très bonne question. Je n'avais même pas réfléchi avant de venir. Au début, j'ai pensé ça. Comme Inès, en fait, moi, j'ai un peu du mal avec la violence. Et du coup, j'ai passé vraiment tout le film à me cacher le visage. Et je suis hyper sensible au son. Du coup, il y a vraiment tout un travail de la science-fiction, mais où les muscles, va y avoir tout un travail du son lié au corps. Et j'avoue que c'était un peu too much à la fin du film, où j'étais là genre, c'est beaucoup d'informations. Oui, tu veux rajouter un truc ? Oui, il faut quand même dire qu'avec Nola et Ariel, on a quand même passé 2 heures ou 3 heures à débriefer après le film, parce qu'on était un peu sous le choc. Et heureusement que vous étiez là, parce qu'honnêtement, voir ça toute seule, ça aurait pas été possible. C'est ça. En fait, il y a l'une des héroïnes qui est sous stéroïdes, mais on a clairement l'impression que ce film est sous stéroïdes, avec des effets visuels et sonores trop, vraiment too much. Et il y a une escalade à un moment, on comprend pas trop pourquoi, comment, mais en fait, le début du film est plutôt normal, même s'il y a des hints que ça va partir en vrille. Mais à un moment, on comprend pas pourquoi, c'est saturation totale, sonore, visuel, tout. Mais bon, voilà, ça fait partie de mes frustrations. C'est pas une montée en pression progressive, il y a juste un moment où ça part totalement en vrille, je sais pas pourquoi. Oui, complètement. Avant de venir, j'ai écouté plein de podcasts et j'ai lu plein d'articles sur ce film. Et beaucoup de ces critiques, c'était par des hommes. Et eux, ils disaient « Ah, mais c'est hyper subversif, ça reprend plein de codes du film noir des années 80. C'est subversif parce que c'est un couple queer, etc. » Et la seule critique que j'ai lue, où c'était des meufs, que j'ai entendue, elles étaient pareil frustrées ça allait pas assez loin dans ce que ça voulait dire, même au niveau de l'aspect violence, de qu'est-ce que ça apporte aux personnages principaux. Enfin, ouais.
Oui, de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un consensus de ces critiques un peu extérieures de dire « Oh, enfin de la violence des femmes, c'est si révolutionnaire ». Et maintenant, il y a une série de films qui ont fait ça, comme Titan, etc. Et où tu as juste l'impression... Alors, certes, il y a un truc qui peut être intéressant à explorer, entre elles sont violentes parce que le monde autour d'elles est violent, certes, mais ensuite se satisfaire de ça, se complaire là-dedans, et se dire « Oh, waouh, enfin, elles se vengent et elles arrivent à aller jusqu'au bout de cette vengeance sur le même mode ». C'est un peu court comme forme d'analyse. Ouais. Oui, puis même leur relation entre elles, je trouve que c'est quand même assez toxique dans le sens où c'est quand même... c'est Lou qui amène Jackie à prendre des stéroïdes. Il y a aussi ça on l'oublie un peu, mais c'est elle qui l'incite à prendre des trucs. Donc il y a toute cette montée et c'est un peu... je t'aime, mais je vais faire des trucs et je vais devoir... oui, Gaëlle, tu vas rajouter un truc. Oh non, je veux pas te couper. Non, vas-y. Mais moi, ce que je voulais dire, je suis trop d'accord. Et aussi, il n'y a pas trop de douceur dans le couple. Enfin, c'est pas un couple qui donne envie de revoir le film, je trouve. Enfin, ok, il y a des bonnes scènes de sexe, et encore, elles sont très courtes. Mais vas-y, réponds Inès, parce que je te vois. Non, mais il y a quand même une scène au début où c'est pas que du sexe, et elles sont toutes mimes dans le lit et tout, genre, je sais pas, j'ai trouvé ça... Moi, ça m'a vraiment inspirée. Mais il y en a pas 30 000, quand même. Maman, c'est un peu décevant, non? Enfin bon, Sophie, t'as l'air d'accord avec Inès, donc... Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Je trouve que, oui, effectivement, que c'est un couple toxique entre elles, que c'est un couple... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être en couple comme ça, mais pour autant... ça ramène quand même de la représentation lesbienne et qu'il y a quand même des scènes de sexe qui sont certes pas très longues mais plutôt bien amenées et ouais, il y a quand même quelques scènes de tendresse et pardon, mais elles finissent ensemble à la fin et elles sont pas mortes, donc il y a rien que ça en fait. Oui, ça finit comme un truc où elles ont fait un arc narratif assez basique où elles ont tué des gens, mais finalement elles finissent ensemble, elles s'aiment et elles sont pas mortes. Moi je trouve que c'est un win. Oh ouais, mais Dieu merci, quoi. Après, genre, est-ce qu'on se satisfait de ça, quoi? Bah, peut-être qu'on en est encore à ce stade-là de devoir se satisfaire de ce genre de truc. C'est vrai. Ouais, ça craint. Mais oui, c'est vrai que moi, je suis contente qu'elles soient pas mortes. En même temps, elles sont pas mortes, mais elles tuent une pain beige blonde. C'est pas mes mots, j'emploie les mots sexistes. Bref, je te laisse continuer, Nola. Non, mais oui, exactement. Il y a aussi cette figure de la meuf blonde un peu écervelée. Manipulatrice. Manipulatrice qui va être tuée. Et ça, est-ce que c'était nécessaire de rajouter ce personnage ? Pour moi, il y a vraiment ce truc de ça aurait pu être intéressant de montrer de la violence conjugale queer, mais qui est aussi nourrie par la violence extérieure, et que justement ce couple soit toxique, limite c'est un bon point, mais en fait ça va tellement loin là-dedans et de manière tellement injustifiée, parce que certes les stéroïdes ça augmente l'agressivité, mais tu comprends pas pourquoi d'un coup elle qui n'avait fait jamais preuve d'aucune agressivité, certes elle s'entraîne à la boxe, etc., mais tu comprends pas du tout cette escalade, et je trouve que, globalement, leur relation qui aurait pu être cool et qui, en fait, justement, le film essaye de te faire éprouver de l'empathie pour elle, mais je trouve ça mal fait et que ça va trop loin. Mais sur un mode qui est pas camp, kitsch, fun par certains aspects, c'est juste un peu genre trop rapide. Et on dirait que le film, il fait comme les inspirational quotes au début, en mode no pain, no gain. Enfin, je sais pas, il en rajoute toujours plus pour nous faire... pour aller toujours plus loin. Et puis même la scène hétéro au début, scène de sexe hétéro au début, je suis désolée, mais c'était pas nécessaire dans la voiture. Après, voilà, ça c'est un avis personnel, mais... ça, je pense que c'était une ref à Showgirls, mais j'étais en mode, pourquoi est-ce que tu veux faire cette ref ? Parce qu'il y a ce début où l'héroïne, elle arrive dans une ville où elle connaît personne, et pareil, elle se rapproche du TDS et tout, mais c'est pareil, on a l'impression que c'est plein de références un peu gratuites. Tellement. Oui, et puis il y a sûrement la référence aussi avec Thelma et Louise, quand elle balance la voiture dans le ravin pour se reprendre un peu, au lieu que ce soit les deux qui partent avec la voiture. Mais en fait, ouais, c'est plein de références balancées un peu comme ça. Alors malheureusement, le temps est déjà imparti pour parler de ce film, mais on va en reparler après, je pense. Et on aimerait beaucoup avoir vos avis sur ce film, donc n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire où vous voulez... pour savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci beaucoup à Ariel, merci Inès, merci Sophie et merci Gaëlle. Ah, je crois qu'il est l'heure d'écouter vos petites annonces sans transition. Allô ? Allô, good lundi. Les petites annonces de Gouinement lundi, tous les 4e lundis du mois,
sur Gouinement lundi. Salut, on prépare la nouvelle saison de Gouinement lundi et pour la rentrée en septembre, on aimerait bien reprendre un petit créneau humoristique. Alors si tu fais des blagues, si tu te lances dans le stand-up, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail pour en discuter. À très vite. Vous avez un nouveau message. Tu cherches des butch musclés pour ton déménagement ? Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment ? Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement lundi. Si toi aussi tu veux nous laisser une petite annonce, envoie-nous un vocal de 20 secondes max sur WhatsApp au 07 49 20 18 49 et on diffusera ton annonce lors de la prochaine émission. Et n'hésite pas à répondre à celles que tu viens d'entendre via notre Insta ou notre mail, on les fera suivre. Et oui, Gouinement lundi, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos invités, Daphné Deschamps et Ariel. Merci également à Laura de la JL et à Luce pour sa chronique. Merci aussi à toute l'équipe de Gouinement lundi, Serena, Eline, Gaëlle, Inès, Juliette, les deux Sophie, Yuna, Joséphine, Aura et Isabelle à la technique ce soir. Nous, on se retrouve à la rentrée avec de bonnes nouvelles, on l'espère. Et en attendant, on ne vous laisse pas seul puisque cet été, vous pouvez retrouver toutes nos émissions passées et présentes sur notre site gouinementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast ainsi que notre émission musicale Club Gouin. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez nous mettre des étoiles et nous partager, mais surtout, écoutez-nous. On vous invite également à adhérer ou à faire un don à notre association Les Amis de Gouinement lundi pour nous soutenir et surtout à aller voter les dimanches 30 juin et 7 juillet. Avant ça, on vous laisse avec le dernier Club Gouin, une interview de la productrice DJ Talita Otovic et l'artiste Lou Forou du label Ferries Records. Prenez soin de vous et à Gouinement lundi prochain. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.